Je me suis dit, autant que je me forme dans les cuisines les plus dures de France, et après je me baladerai partout ailleurs. Au bout de 5 ans, j'étais chef dans mon restaurant, donc j'ai pas eu le temps de me poser beaucoup de questions. On essaye, on se plante, on commande 1000 trucs, on essaye plein de trucs, et puis en fait, avec 10 trucs dégueulasses, il va y avoir un truc qui est exceptionnel. Quand j'ai fait Top Chef, je suis sorti en 2021. D'ailleurs, je me suis donné 1 an pour faire ma cuisine et me lâcher, et au final, tu vois, l'étoile que je courais après depuis 2-3 ans, je l'ai eu en 2022. France 3, X Mathias Marc, première. Mathias Marc, bonjour. Bien le bonjour. Mathias, on te reçoit aujourd'hui dans le bar du lycée Hyacinthe-Friant à Poligny, dans le Jura. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On te présente très rapidement. Toi, tu as 32 ans et tu es chef de cuisine. Beaucoup t'ont découvert grâce à ta participation à l'émission Top Chef. C'était en 2021. Tu as fini demi-finaliste, mais toi, tu n'as pas attendu la télé pour lancer ta carrière. 2018, 25 ans, tu ouvres ton premier restaurant à Paris. C'est le restaurant Substance, une première étoile en 2022. Puis viendront 2 autres adresses, Liquide et Braise. 3 restaurants parisiens, mais une cuisine qui met à l'honneur tes origines franc-comtoises, notamment grâce aux produits que tu utilises. Alors la Franche-Comté, la cuisine, la nourriture, ton parcours, tes réussites, mais aussi tes doutes, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Mais pour commencer, pour planter un peu le décor, on va dire que c'est toi qui as choisi le lieu de l'interview, le lycée Hyacinthe-Friant. Là, on n'en voit qu'une petite partie. Je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici et pourquoi ce lieu a un sens à tes yeux. C'était important pour moi d'être au lycée hôtelier de Poligny pour la simple et bonne raison que j'ai envie de remercier les gens qui m'y ont formé. Et en réalité, même si j'ai une carrière très parisienne, je mets vraiment en avant ma région qui est la Franche-Comté. Je travaille beaucoup de produits de chez nous et surtout, j'ai envie qu'on parle de ce lycée qui a formé beaucoup de monde et qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Ouais, et toi, t'as passé combien de temps ici à peu près? Moi, j'ai fait 5 ans, un bac technologique puis un BTS. Et c'est vrai que quand j'y repense, et même le fait d'être là aujourd'hui, je me rends compte que c'était quand même pas loin d'être les plus belles années. On a bien rigolé. Bon, on va y revenir. On va remonter un petit peu dans le temps déjà. Toi, tu as grandi à Appenans, dans le Doubs. C'est entre Besançon et Montbéliard, dans une famille d'exploitants forestiers depuis plusieurs générations. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment il était le jeune Mathias? Quelles étaient ses passions? Est-ce qu'il aimait ou pas l'école? Est-ce qu'il y avait déjà un attrait pour la cuisine ou c'est venu un peu plus tard? Alors moi, j'ai eu une enfance rêvée. Hein, je peux pas dire l'inverse. Donc j'ai grandi dans un village de 300 habitants où il y a à peu près 50 personnes de ma famille. Tout le monde travaille autour du bois chez moi et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a formé. J'ai grandi vraiment dans cette forêt. J'ai eu la chance d'être dans un village où on est assez protégé. T'es dans une bulle. J'étais avec mes cousins, avec tous mes amis quand j'étais enfant. On était tout le temps dehors. On avait les ruisseaux, le Doubs. On avait la forêt où on faisait beaucoup de vélo et beaucoup de conneries aussi, je peux dire. Et en fait, on était en liberté totale. On faisait ce qu'on voulait, quand on voulait. On avait juste l'obligation de rentrer à 20h le soir. Mais voilà, c'était le seul truc, quoi. Toute la journée était assez libre. Oui, une enfance paisible, pleine de liberté. Une enfance de campagnard, mais en fait, souvent on se moque un peu de ça, mais alors qu'en réalité, c'est pour moi la plus belle des enfances. Et le seul regret que j'ai d'être à Paris aujourd'hui, c'est que ma fille ne connaisse pas ça, et en tout cas pas totalement comme moi j'ai pu le vivre. Et parce qu'en fait, ça forme à plein d'autres choses. La pêche, tu connais vraiment ce que c'est que les choses très simples, quoi. Et de ces temps-là, est-ce qu'il y a des saveurs, des choses que tu mangeais étant enfant qui t'ont particulièrement marqué et qui t'accompagnent toujours aujourd'hui? Quelques exemples. Moi, j'avais un immense jardin, ce qui devait faire peut-être, je sais pas moi, 20 arts. Et du coup, toujours eu les légumes du jardin. On allait cueillir les mûres, cueillir tous les fruits dans les vergers qu'on avait. Non, donc le goût du vrai. Et après, le fait d'avoir des oncles, mes parents qui travaillaient dans l'exploitation forestière, donc qui se promenaient un peu partout dans la région, dans tous les petits villages. On avait la chance d'avoir le fromage de Passavant, certains fromages de chèvre d'Uzel, le comté de tel endroit. Voilà, on avait toujours ces produits qui étaient ramenés, les jambons de Sensé. Enfin, voilà, on avait toujours cette chance d'avoir des top produits sur notre table. C'était pas des grands cuisiniers, mais en fait, on avait toujours des grands produits à table. Et ça forme un goût depuis tout jeune qui est assez prononcé. Et souvent, ce que je dis, je vais paraphraser mon grand-père, mais avec du bon, tu peux pas faire du mauvais. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours appris. Je te donne un exemple concret. Tu
Tu mets une concoyote d'un petit producteur qu'on adore avec un jambon fumé, une belle salade, du jardin, une vinaigrette avec des échalotes. Tu fais kiffer tout le monde. Il n'y a personne qui va dire que c'est pas bon. Niveau cuisine, est-ce que ça a été linéaire en fait toi, tu voulais devenir chef ou est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic, une révélation un jour? La cuisine, elle est venue en fait justement parce que ma mère m'a dit écoute, va voir ton oncle qui était à Paris parce que. T'avais quel âge à l'époque? J'avais avoir 14 ans. Ça va te faire du bien un peu de voir ce que c'est que la vie, la vraie à Paris, voilà, entre guillemets, pas protégée par toute ta famille dans ton village. Et ça a été un coup de cœur total pour... à la fois, j'ai adoré Paris, mais j'ai surtout aimé cette énergie qu'il y avait dans la cuisine où il y avait une trentaine de cuisiniers qui se battaient tous pour le même but. Et moi, j'ai fait beaucoup de sport co quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'ai retrouvé un peu ce plaisir du partage. Et c'était pas n'importe quelle cuisine en plus où tu étais? Oui, c'est les cuisines du Plaza Athénée, donc un des plus bels établissements au monde. Et j'avais cette chance d'y être. Et en fait, le mélange entre créativité, haut de gamme, précision, partage et également vie en communauté m'a plu tout de suite. Et je me suis dit waouh, je rêve d'un jour d'être à ce poste-là. Et en fait, c'est un peu mon ambiguïté personnelle, c'est que quand je suis ici pendant un mois, je suis trop content de retourner à Paris, et quand je suis à Paris, au bout d'un mois, je pète les plombs, j'ai envie de rentrer. En fait, j'aime les deux mondes. J'aime ce côté culturel, ces rencontres qu'on fait à Paris, et à la fois ce côté où j'ai besoin de cette nature qui est hyper présente dans ma vie, et je rentre tout le temps ici parce que j'en ai besoin. Ouais, un peu cette dualité. Ouais. Moi, ce que je me disais aussi, tu rentres dans cette cuisine prestigieuse, il y a quand même beaucoup de métiers dans une cuisine. Pourquoi toi, tu décides de devenir chef de cuisine? Tu avais cette envie aussi de responsabilité, de pouvoir mener tes projets? Oui, j'avais envie un jour de pouvoir décider de ce que je voulais faire de ma vie, et en réalité, on sait tous que c'est le chef qui décide, hein. On peut faire ce qu'on veut, mais au final, ça reste souvent le poste le plus important dans une cuisine. Ouais. Donc non, très content d'avoir pu arriver à ce niveau-là, mais c'était l'objectif. Je me voyais pas faire les entrées toute ma vie, quoi. Puis de toute façon, c'est le but de chaque personne en cuisine. On a tous envie, au bout d'un moment, d'être le chef. Ouais, donc tu t'es dit, une fois à ce stage, je vais y retourner, je vais tutoyer un peu cette profession et ce monde-là aussi. Après, tu rentres au lycée Hyacinthe Friant, c'est ça, pour te former. Tu y passes 5 années. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi tes souvenirs de cette époque? Mais en fait, Poligny, c'est une école incroyable parce que tu as un corps enseignant qui est fou. Encore là, il y a 5 minutes, je discutais avec des anciens professeurs. Moi, ils sont d'une passion qui est dingue, et ils savent la transmettre. Donc, corps enseignant de dingue, lieu de dingue. Le lycée, en fait, toute la ville est tournée un peu autour du comté et de ce lycée. Et du coup, tout est fait pour que ça fonctionne. Je veux dire, il y a énormément d'anciens élèves qui ont performé et qui performent encore dans le plus haut niveau de la gastronomie internationale. Et ça compte. Et en réalité, tout est fait pour que ça se passe bien et pour que tu sois formé. Donc ça s'est très bien passé ici. Et toi qui parlais d'une enfance de liberté en plein air, là, avoir un cadre plus strict, on a aussi l'uniforme, ça t'a plu? T'as mis un peu de temps à t'y faire? Ou au contraire, t'en étais peut-être un peu fier de... En fait, c'est un jeu. Ouais. Je veux dire, quand t'as 14 ans, on te demande de mettre un costume. Je te laisse t'imaginer à 14 ans avec un costume, tu ressembles à rien, mais c'est pas grave. L'important, c'est le chemin. Et en réalité, tu vas apprendre à la bienséance, le savoir-être. Et au final, même si demain tu finis pas cuisinier ou sommelier ou directeur de salle, le plus important, c'est que tu vas avoir appris à te comporter en public, et dans tous les métiers, ça va te servir. Donc le savoir-être, je pense que c'est le plus grand savoir-faire de Poligny, et c'est ce qui fait qu'on fait encore la différence. Tu fréquentais aussi, tu l'as dit, les cuisines du Plaza, et après, durant ta sortie d'école, des cuisines aussi étoilées, mais à côté, il y avait ce côté auberge, ce qui semble important aussi à tes yeux. Mais complètement, et aujourd'hui, c'est ça qui fait le succès de Substance. Substance, aujourd'hui, on est 7 ans après l'ouverture, on n'a jamais eu une table de disponible en 7 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils ont envie de revenir, parce que, ok, on cuisine bien, mais ça, beaucoup de monde sait bien cuisiner. Mais je pense que c'est l'accueil et la vision hyper friendly qu'on y met. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que ça cartonne, c'est quand t'es habitué, on va pas se priver de te dire des conneries, de rigoler avec toi, même par moment de te charrier, alors que t'es dans un restaurant étoilé. Ça, les gens aiment cette proximité.
Et en fait, je pense que c'est pas incompatible avec le haut niveau gastronomique. Ouais, parce que j'allais te demander, on va refaire un peu ton parcours à la sortie de Poligny. Il y a le Saint-James à Bouliac, l'hôpital de Paris à Monaco, le Lasserre à Paris, l'hôtel Meurice. On se dit, on est un peu loin de cet esprit aubergiste. Pourquoi toi avoir voulu aller très haut directement? En fait, c'est peut-être un des meilleurs conseils que ma mère m'a donné dans ma vie. Elle m'a toujours dit qui peut le plus peut le moins. Et en réalité, je me suis dit, autant que je me forme dans les cuisines les plus dures de France, et après, je me baladerai partout ailleurs. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner. Une fois que tu as appris dans les maisons les plus dures, après, tout est facile, quoi. Et même si ça demande du travail partout, en fait, quand tu as connu vraiment l'enfer, après, quand c'est un peu dur, tu trouves que c'est facile, quoi. Je reviens sur ce mot dur. Tu as parlé d'enfer, après c'est une expression. Quand on parle du monde de la cuisine, des restaurants étoilés, on a cette image de rigueur, de hiérarchie. Parfois, on a entendu pousser à son paroxysme à l'excès. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que toi, tu as vécu quand même des moments difficiles quand tu étais jeune? Est-ce que c'est vraiment dur? Je vais pas cracher dans la soupe, c'est un univers qui m'a formé, qui m'a fait. Oui, c'était très très dur il y a des années, c'est toujours dur. Et pourquoi? Parce qu'avant, il y avait des comportements qui étaient inappropriés dans un monde professionnel. Il peut y avoir des chefs qui hurlaient, qui insultaient, qui tapaient. Bon, on en est loin maintenant. En tout cas, moi, je suis dans une cuisine complètement ouverte. Voilà, il y a toujours une pression qui est certaine, mais on essaye vraiment de faire attention à ce qu'on fait. Et puis ça n'a plus de place dans une cuisine, comme ça n'a plus de place dans aucun monde. Et justement là, on revient, tu es jeune, tu enchaînes les expériences. Jamais t'as douté? Parce qu'on suppose que c'est aussi mettre un peu de côté même sa vie familiale, personnelle, de voir aller travailler dans un milieu où on parle aussi du temps personnel, on travaille les week-ends, on travaille en soirée. Jamais toi, t'as eu un petit doute en te disant c'est pas fait pour moi, t'étais sûr de toi? C'était vite pour moi, donc au bout de 5 ans, j'étais chef de mon restaurant. Après 5 ans à bosser vraiment, donc c'était très vite, donc j'ai pas eu le temps de me poser beaucoup de questions. Cependant, c'est sûr que si tu galères pendant 15 ans dans des cuisines d'étoilées, où tu vas être encore cuisinier et voilà, où ça peut être dur et ça peut être long, je peux l'entendre. Moi, j'ai eu la chance que ça aille vite. Ouais. Donc non, j'ai pas douté, je me suis juste dit, apprends le plus vite possible pour essayer d'être le plus vite chez toi et pouvoir décider de faire ce que tu as envie de faire. C'était la seule chose importante que je me disais. Et tu t'as commencé à en parler, ouverture de ton restaurant Substance très tôt, 25 ans, c'est quand même jeune. C'était un objectif d'ouvrir aussitôt? Ça t'est un peu tombé dessus? Toi, comment t'as vu? Je m'étais dit que je voulais ouvrir un restaurant avant 30 ans. Ouais. Et bon, c'était à 25 parce que j'ai eu l'opportunité. C'est pareil, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Manigold, qui est mon associé et qui lui a perçu des qualités que même moi je n'avais pas senties. Donc il m'a donné la chance de me lancer. Et en fait, je me suis dit, ça va peut-être pas se reproduire, quoi. Donc j'ai foncé. Une opportunité, saisir. Ouais, j'ai foncé, j'ai pas hésité. Et au final, ça a payé. Oui, ça a réussi. Et pourquoi Paris? On suppose que c'est pour être près des meilleurs, là où il y a du monde. Ou est-ce qu'il y a aussi ce côté enfant rural, un peu fasciné aussi par la capitale et ses attraits Paris, à bosser et à vivre, me faisait peut-être peur au début. Mais je me suis dit que c'était le chemin pour aller le plus vite possible. C'est tout ce qu'à Paris, le niveau est peut-être le plus haut niveau. Enfin, c'est pas peut-être, c'est le plus haut niveau au monde. Hein. Pour avoir pas mal voyagé, je pense que le plus haut niveau de la gastronomie est vraiment à Paris. Et du coup, je savais que si je voulais apprendre, c'était là-bas qu'il fallait que j'aille, quoi. Et tout de suite, que ce soit à Substance ou aujourd'hui dans tes 2 autres restaurants, tu as voulu mettre à l'honneur les produits de ta région. C'est même au centre de ta cuisine. Pourquoi? C'était pour toi le trait linéaire de ce que tu voulais faire? C'est pas un choix, c'est comme ça. Je veux travailler les produits de ma région, les gens mettre à l'honneur les super producteurs, agriculteurs qui sont ici. Et en fait, c'est pas un choix, c'est juste que je peux pas faire autrement. T'as jamais vu ça comme une limite? C'est vraiment... Non, au contraire. Justement, en plus, c'est des produits qui sont souvent dans la catégorie gourmand, partage, ruraux. Et en fait, d'essayer de les amener sur une sphère autre, c'est hyper excitant. Ça a été très peu fait. Je veux dire, aujourd'hui, si on a 10 gastros en Franche-Comté, c'est le bout du monde, alors qu'on est une région avec beaucoup de produits. Donc non, en plus, c'est un terrain de jeu qui est ouf. Je sais faire une bouillabaisse. J'ai appris à le faire à Marseille, mais hormis si je vais à Marseille, j'ai pas envie de la faire, quoi. Oui, c'est vrai que dans ces produits, tu l'as dit, il y a une version rassurante, aussi ronde, peut-être aussi typique aussi de ton restaurant et de l'ambiance que tu veux y donner. Au-delà de l'aliment, il y a aussi... Ouais, non, mais c'est sûr. Après, nous, on a une cuisine qui est très moderne. On va switcher un peu sur
sur beaucoup d'univers. On voyage beaucoup, donc on est aussi inspiré par pas mal de choses. On va dire qu'aujourd'hui, moi, dans ma cuisine, tu vas avoir autant de saucisses de morteau que de piment, quoi. Mais l'un n'est pas dissociable de l'autre. Justement, on parle de ton restaurant. Au centre, il y a la carte, il y a ce que tu sers aux gens. La cuisine, c'est un art. On a le choix des produits, l'alliance, le mélange des goûts, les accords. C'est vrai que de mon côté, quand on n'est pas en cuisine, on se dit comment tu crées, comment te viennent les idées de recettes. Est-ce que tu t'isoles et tu sors des idées? Est-ce qu'au contraire, ça vient comme ça, tu as une petite note sur ton téléphone? Comment est-ce que te viennent les idées? Déjà, c'est un travail créatif que j'ai commencé dès que j'ai commencé la cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu goûtes, tu réfléchis. En fait, nous, les cuisiniers, quand on goûte quelque chose, on ne fait pas que s'alimenter. Très souvent, on se pose la question de est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon? Et avec quoi je l'imaginerais? Donc ça, c'est déjà un travail qui date d'il y a 15 ans, que je fais tous les jours. Donc déjà, tu as une base de données qui est différente de tout le monde. Ensuite, on voyage beaucoup, on goûte beaucoup, et on passe notre temps à aller chez des confrères. Donc même si on va pas se dire je vais recopier un plat, ça se trouve, je le sais même pas, c'est inconscient. Et en fait, mon cerveau aura déjà réfléchi à ce truc-là sans penser même que j'avais goûté un plat comme ça. Mais en fait, j'ai beaucoup, moi, dans ma tête, il y a beaucoup de combinaisons qui sont innées parce que je les ai goûtées dans beaucoup d'endroits. Ouais, que tu as enregistré, ouais. Voilà, j'ai enregistré. Et après, il y a aussi toute une phase de création où on essaye, on se plante. On commande 1000 trucs, on essaye plein de trucs, on fait beaucoup de trucs dégueulasses, et puis en fait, avec 10 trucs dégueulasses, il va y avoir un truc qui est exceptionnel. Et donc ça, c'est beaucoup d'essais. Et après, il y a toute la partie artistique qui peut être, on va dire, tu peux être inspiré d'un son, d'un tableau. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, travailler autour du chromatique, c'est-à-dire que je suis convaincu que tout ce qui est rouge va fonctionner ensemble. Ouais. Donc là, par exemple, ou orange, en ce moment, je suis en train de travailler un plat de rouget. Le rouget, c'est orangé rouge. Et ben, je le travaille avec la sobressade, c'est une saucisse piquante qui est orangé rouge. Je travaille avec le pamplemousse rubis qui est orangé rouge et avec le piment. Et en fait, avant même d'avoir trop essayé de rééquilibrer tout, ça fonctionnait. On a parlé de la cuisine, être chef, c'est aussi de la gestion. J'ai cru voir que tu étais entouré quand même pas mal de collègues qu'on peut considérer pour toi comme des copains, comme des amis. Comment on fait pour gérer une cuisine? On est quand même dans un petit espace, on est tout le temps ensemble. Est-ce que toi aussi, tu as dû travailler là-dessus, sur l'aspect gestion? Moi, j'aime travailler dans la bonne humeur. Donc, je pense que ça plaît. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui bossent avec moi depuis maintenant 7 ans. La plupart de mes cadres sont là depuis 3-4 ans. Donc, non, on a la chance d'être super bien entouré, d'avoir des gens qui ont un talent fou et qui sont en plus travaillent toujours dans la bonne humeur. Donc ouais, j'ai beaucoup d'amis qui bossent avec moi tous les jours et ça se passe trop bien. Et ça, c'est le truc que je me souhaite pour le plus longtemps possible. Et la clé pour entretenir cette cohésion, c'est beaucoup de communication aussi. Mais est-ce que toi, tu as dû revoir certaines choses, polisser certains aspects au fur et à mesure des années? Et je pense que forcément, quand t'es jeune, t'es un peu, t'es forcément plus sanguin. Avec l'expérience, tu réfléchis différemment. Mais non, de toute façon, moi, j'ai toujours essayé de bien me comporter et ça, c'est le plus important. Puis de toute façon, sinon, ils restent pas, les gens. Je veux dire, aujourd'hui, en 2025, si t'es con, personne ne reste. Donc, au-delà de ça, c'est juste pour la gestion saine d'entreprise, t'es obligé de te comporter correctement, quoi. Tout en gérant une pression quasi constante. Oui, une pression, mais je veux dire, au final, c'est une expression qui est importante, mais on sauve pas des vies, quoi. Genre, oui, on essaye de cuisiner le mieux possible et on se met la pression pour ça, mais en fait, souvent, si tu t'énerves, c'est trop tard, quoi. C'est que t'as pas agi avant. Donc tout cet univers entre gestion, cuisine, être chef, tu l'as connu donc en 2018 avec Substance. On va faire un petit bond dans le temps. 2021, Top Chef, là où le grand public t'a vraiment connu, où tu as été beaucoup médiatisé. Une grosse exposition, mais j'ai vu que tu avais dit que ça t'avait aussi permis de te libérer d'un certain côté. On peut trouver ça paradoxal. Comment une émission, je veux dire, en prime time comme ça permet de se libérer pour un jeune chef? Et en réalité, c'est que Top Chef, c'est un accélérateur de particules. Plusieurs choses. Déjà, la médiatisation, avant d'être connu par autant de gens, il m'aurait fallu peut-être toute une carrière. Donc ça, en 6 mois, tu deviens médiatisé. Moi, j'ai eu la chance de tourner et de faire Top Chef pendant le Covid. Donc, du coup, les gens étaient tous à la maison. Et au lieu de faire
les 2 millions d'audience, là on faisait le double. Donc déjà tu touches beaucoup plus de monde, tu touches un public aussi qui était beaucoup plus jeune parce que en réalité les jeunes au lieu d'être au bistrot ou d'être au sport, ils étaient devant la télé. Donc ça a été déjà énorme. Donc certainement la plus grosse saison de Top Chef que j'ai eu la chance de faire. Et après ça m'a libéré pour la simple bonne raison que Top Chef, moi j'ai fait une saison qui était très longue, c'était 18 semaines. 18 semaines où à chaque fois je rencontrais 3 chefs 3 étoiles qui goûtaient ma cuisine et qui me conseillaient. 3, 4, 5 chefs, 10 chefs par moment qui venaient goûter ma cuisine, qui me faisaient un feedback. Et en fait Top Chef, quand tu as besoin de gagner, tu sais plus quoi faire, donc souvent tu es tellement dans le jus que tu vas au fond de toi-même et tu puises des choses que tu n'aurais pas osé faire dans ton restaurant parce que tu te dis oui, est-ce que papy, mamie du 16e, ils vont kiffer le maquereau chocolat blanc piment. Tu te poses pas la question, tu sais que c'est non. Alors que là, tu te dis écoute, je le pense, et tu fais goûter un chef 3 étoiles et le mec il te dit waouh, c'est ouf, tu gagnes. Donc ça te permet de débloquer pas mal de skills et de prendre confiance en toi, sur ta cuisine. Et en fait, quand j'ai fait Top Chef, je suis sorti en 2021. D'ailleurs, je me suis donné 1 an pour faire ma cuisine et me lâcher. Et au final, tu vois, l'étoile que je courais après depuis 2-3 ans, je l'ai eu en 2022. Parce que du coup, ça m'a permis de me libérer. Et est-ce que directement après la sortie de Top Chef, on a eu le déconfinement aussi, tu as tout de suite senti que ça avait changé des choses? Peut-être nous expliquer ton quotidien, est-ce qu'il a changé? Est-ce que tu as vu même le nombre de personnes qui viennent dans ton restaurant exploser? Est-ce que ta vie a changé? Ah non, mais oui, ça a changé, je peux pas dire l'inverse. Donc, Substance était déjà plein, mais en fait, t'en es passé d'être plein le midi pour le soir à plein 4 mois à l'avance. Donc ça change. Le fait de quand t'es au bar avec tes potes le vendredi soir, tu te fais accoster par 15 personnes. Ça changeait et heureusement ça allait beaucoup moins maintenant. Ça s'est retombé un peu et heureusement parce que franchement c'était pas toujours évident même pour mes proches. Et non, tu comprends pas pourquoi t'es toujours le même cuisinier, toujours le même mec qui épluche les carottes le matin quand tu te lèves. Au final tout le monde te demande des photos et tu remercies les gens qui te donnent autant d'amour, quoi. Ouais. Donc la notoriété, 2022 l'étoile, t'as ouvert 2 autres restaurants après Top Chef. T'as aussi des partenariats, les médias. Est-ce que c'est dur de pas s'éparpiller? Tu dis l'esprit aubergiste, est-ce que c'est dur de pas s'éparpiller justement? Qu'est-ce qu'on fait pour rester vraiment dans sa cuisine? Moi j'ai un associé qui dit tout le temps, c'est bien faut surtout pas en fait faire des choses pour détruire de la valeur, tu vois. En gros, si tu prends le partenariat avec la mauvaise marque qui va abîmer ton image, même si tu prends 100 000, en fait c'est une connerie. Et du coup, on s'applique ça surtout. Et c'est pareil, Substance, j'y suis tous les jours quand je suis à Paris. Je fais le maximum de services parce que c'est ça qui m'a fait connaître et il ne faut pas le perdre. C'est justement ce sur quoi je voulais revenir. On suppose que tu n'as pas le même quotidien que quand tu as ouvert Substance quand même. Je sais que c'est un peu la question à 10 000 €. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu une de tes journées? Est-ce que tu fais toujours les mêmes gestes qu'avant? Tu cisèles, tu épluches, tu laves? Comment ça se passe une journée en tant que chef? Non, je cisèle plus, j'épluche plus. Non, alors déjà il y a différentes choses. Soit je suis à Paris, et là c'est toujours la même chose. Je me lève vers 8h, je passe à Liquide, j'ai un restaurant qui est juste à côté de chez moi. Je passe à Liquide, je bois le café, je discute un peu avec mon chef qui est un ancien de Substance également. Ensuite, je vais à Substance. Je suis assez tôt, je suis vers 9-10 heures. Et là, en fait, je vois un peu tous mes managers, je passe en cuisine, mes responsables de salle, mon chef sommelier, on gère un peu toutes les choses qu'il y a à voir. Donc ça peut être de la création, ça peut être des événements, ça peut être tout ça. Ensuite, généralement, je démarre le service vers 11h. Vers midi, pardon. On fait le service du midi. Ça, je fais tous les services. Quand je suis à Paris, je fais tous les services. Donc je suis là, début du service à la fin du service. Ensuite, l'après-midi, soit on fait un peu de sport, soit on fait un peu de créa. C'est un peu le truc. Soit je pars avec mes gars, on va faire un peu de sport, soit on bosse un peu à la création. Ensuite, je passe souvent à Brest voir mon chef qui est là depuis 7 ans. Où j'ai rien à lui apprendre. C'est plus, je vais le voir pour un peu qu'on échange sur les choses, mais je m'occupe pas du tout de la cuisine de Liquide et de Braise. C'est 2 de mes anciens et que j'ai formés, mais du coup, je m'occupe pas de la cuisine là-bas. On parle juste de la créa et des nouvelles cartes, quoi. Okay. Après, le reste, ils savent faire parfaitement. Et ensuite, je fais le service du soir.
Et après, je rentre chez moi vers minuit, 1h généralement. Jamais de lassitude? Non, pas du tout, parce que c'est tous les jours des gens différents, des rencontres, de la créa à foison. On change toutes les semaines des plats. Donc non, on est à fond là-dedans. Et après, dans cet emploi du temps-là, qui est une journée... Ça, c'est une journée parfaite pour moi. Ça, c'est la meilleure journée. Et après, il y a tous les trucs qui se mettent au milieu, que ce soit les rendez-vous pour les costes, les rendez-vous fournisseurs, les événements à droite à gauche. En fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, là, une meilleure journée pour moi, c'est quand j'ai le temps d'aller dans mes restos et de pas faire autre chose. Ouais. C'est ça les meilleures journées. Et justement, avec toutes ces années de restauration, tous ces services, est-ce que tu pourrais nous raconter un mauvais souvenir, une mauvaise anecdote dont tu te souviens? S'il y en a une. Ouais, j'ai un service qui me vient souvent en tête quand même quand je pense à... Souvent, je fais une dédicace à mon chef de Braise, qui était au garde-manger, qui était demi-chef de partie, donc vraiment... À substance. Ouais, à substance. Okay. Et où en fait, on avait fait, je me souviendrai toujours, un œuf parfait avec un voile dessus d'herbe et des champignons et une émulsion vin jaune. Et en fait, il a envoyé, je sais pas, on se fait défoncer au menu déjeuner, on envoie 20 œufs direct. C'était à tes débuts, juste pour situer? C'était au début de Substance, ouais. Et en fait, c'était des trompettes de la mort, je me souviens toujours. Et j'ai un de mes potes qui est au comptoir qui me dit: putain, Mathias, tes trompettes de la mort, elles sont blindées de sable. Ah. Et du coup, je dis, c'est un de mes très bons potes, je prends un champignon, je goûte. Et là, c'était imbouffable, quoi. Et en fait, je me rends compte que je viens d'envoyer 22 œufs à toute ma salle de restaurant et que tout est imbouffable. Et que j'ai pas assez d'œufs de cuit, que je vais devoir qu'on est que trop en cuisine. Enfin, c'est l'enfer, quoi. C'est le pire truc qui puisse t'arriver. Et donc là, je me vois personnellement avec mon commis, là, aller voir chaque table, enlever les assiettes de chaque table, s'excuser auprès de tout le monde, et puis retourner en cuisine et te dire: ok, ben on n'a plus la cam, il faut qu'on reproduise. Donc aller chercher les trompettes, les laver, cuire les œufs, et que les gens, ils ont tous 1 heure pour manger, parce que t'es dans le cœur du 16e arrondissement, ils sont tous en costume, ils sont en déjeuner client, et qui vont te faire la peau, quoi. Donc... non, à ce moment-là, il faut savoir réagir, pas sombrer dans le stress total non plus, quoi. À ce moment-là, tu mets la tête dedans, et puis tu relèves la tête à 14h, et puis en fait, tu gueules même pas. Hein. Tu vas boire une bière cul sec, et puis tu te dis: bon, bah... c'est peut-être le pire service de ma vie, j'espère qu'il n'y en aura pas un deuxième comme ça, quoi. C'est que tu gueules même pas, quoi. En fait, je me vois, je revois, j'ai l'image... Nous, on est des malades d'hygiène, tu vois. J'ai l'image de mon chef de Braise, qui est par terre en train de casser des œufs, parce que le plan de travail il est plein, parce qu'il y en a qui font les champignons, les machins. Il est par terre en train de casser des œufs sur le cul de poule par terre, les trucs machin, où t'as le plongeur qui est en train d'essayer de paner les œufs alors qu'il a jamais fait ça de sa vie. C'est un carnage, c'est un film, quoi. Tu devrais... Et ça reste aujourd'hui une belle anecdote, mais on va aussi parler de choses plus gaies. Est-ce que, inversement, il y a un souvenir, j'allais dire un truc dont t'es fier, ou même un souvenir que tu tiens quand même à chérir, toi, dans cette carrière? On a eu du beau monde, on a eu des grands moments de vie, on a eu des gens qui sont mariés chez nous, des amis à nous, on a eu, je pense à 2 de mes très bons copains qui se sont mariés, on a eu des grandes fêtes où on a fait, je pense, tous les anniversaires de Substance, c'est toujours un grand moment, où par exemple, je pense aux 7 ans, là, aux 6 ans, on avait un grand vigneron jurassien, donc Jean-François Ganeva, et Guillaume Sellos, qui est un des plus grands vignerons au monde, qui était là avec tous nos meilleurs clients. Donc ça, c'est toujours des grands moments. Après, on a aussi eu des moments un peu hors du temps avec, je sais pas, j'ai eu moi Alain Ducasse qui est venu au restaurant, tous les jurys de Top Chef qui viennent manger à table chez moi. On a eu Belmondo, on a eu... c'est marrant parce que tu parles toi-même de rencontres, alors que t'as quand même une étoile, mais c'est pas ça qui te revient directement. Tu parles beaucoup des rencontres. Mais si, l'étoile, c'était un grand moment, mais pour être transparent, j'étais à Liquide ce jour-là, donc quand j'ai appris que j'étais invité au Guide Michelin. Et nous, en fait, on a appris le jour même qu'on avait l'étoile. Donc, j'ai appris que j'étais invité, donc c'était un grand moment, mais pas non plus complètement sûr, parce que je pouvais très bien être invité et pas avoir l'étoile. Il y a quoi comme sacrifice derrière une étoile? Ah non, mais moi quand j'ai eu l'étoile, c'était tout. Quand j'ai su que j'avais l'étoile, je me suis vu avoir un bug de 3 minutes. En fait, je m'étais imaginé toute ma jeunesse de travail. Des fois, je grattais les champignons, je me disais putain, qu'est-ce que je ferais le jour où j'ai l'étoile? Ouais. Et pareil à Substance, je me suis toujours dit qu'est-ce que je vais faire?
Alors je m'étais déjà dit, bon ok, il y a ce Jéroboam de Champagne qui est rangé là. J'irai chercher le Jéroboam, tac, je le pèterai, j'arroserai tout le monde, et puis on fera la fête. Et en fait, pas du tout. Le jour où j'ai su que j'étais invité au guide Michelin, donc j'avais potentiellement l'étoile, je me suis assis sur une chaise et pendant 5 minutes, j'ai fixé un point sur le mur et en fait, j'ai eu un peu un espèce un espèce de moment hors du temps où j'ai repensé à tous les moments où on a chié, où c'est pas facile, quoi. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et j'y pense toujours à ce moment-là. Est-ce que, forcément plus d'attentes, comment toi tu gères aussi ces attentes et comment tu gères la critique? Quand je l'ai eu, je me suis dit, pas de problème, je prends. Je prends les responsabilités qui vont avec et de toute façon, la pression, je me la mettais déjà avant, donc non. C'était plutôt de me dire, ok, j'ai réussi à l'avoir, maintenant on va la défendre et on va aller en chercher une deuxième si possible. C'est l'objectif? Toujours. Toujours plus, toujours mieux. Au-delà de la distinction, c'est de se lever tous les matins en se disant comment on va faire mieux à manger, comment notre menu va être plus intéressant, comment les gens vont encore plus kiffer. C'est ça, et après, si un jour ça en découle dans une deuxième étoile, j'en serai le plus ravi, quoi. Et les critiques qui vont avec, comment toi tu les gères? Est-ce qu'il faut pas les prendre trop à cœur? Est-ce qu'on les tient en compte quand même pour s'améliorer? Déjà, je vais toujours voir les gens, j'en discute avec eux. Soit je me dis, les cons, il a rien compris, ça arrive. Soit je me dis, ah ouais, vraiment, c'est pas bête. Et je rebosse dessus. Et ça arrive même que des fois, je me dise, il est con, il a rien compris. Et que je dorme dessus et que le lendemain, je me dis, il est peut-être pas si con, c'est peut-être moi le con de la bande. Ouais, une remise en question aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Des fois, t'es vexé et puis des fois, tu dis, wow, je suis pas d'accord. Ça m'arrive aussi, des fois, je me dis, ils ont rien compris. Et en fait, j'ai la même critique 2 jours après. Et là, tu vois, genre, un truc qui se répète devient un peu plus proche de la réalité qu'un événement isolé, quoi. Tu as beaucoup parlé de terroir depuis le début de l'interview. Tes 3 restaurants sont à la capitale. On a compris pourquoi tu as commencé à Paris. Pourquoi tu restes à Paris? Je reste à Paris déjà pour plusieurs choses. Déjà, j'ai ma vie qui est là-bas, maintenant. Ma femme est designer d'intérieur et du coup, elle a ses activités là-bas. Donc ça compte. Il y a aussi le fait que j'aime la vie à Paris. J'ai tous mes amis maintenant, beaucoup d'amis. Même si j'ai beaucoup d'amis en Franche-Comté, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Il y a aussi le fait que je suis engagé avec des partenaires et que je dois aussi leur rendre tout ce qu'ils ont investi sur moi. Il y a ça. Il y a le plaisir que j'ai d'y cuisiner tous les jours. Après, ça n'exclut pas le fait d'un jour avoir une activité ici. Mais tu reviens quand même régulièrement dans le Doubs. Explique-nous le lien que tu entretiens toujours avec les Je reviens tous les mois. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Je suis fan de la région. Et j'ai le sport que je préfère faire au monde qui est ici. Donc, le vélo de descente, moi je fais beaucoup de vélo de descente. Ok, parce que ça fait 2 fois que tu parles de sport. C'est vrai que quand on est chef, on finit tard, on goûte, on mange beaucoup. C'était de garder une hygiène de vie pour durer sur le long terme? Je vais dire un truc, si je courais pas 30 ou 40 km par semaine, je pense il me faudrait 2 chaises pour m'asseoir. C'est le seul moyen que j'ai pour garder la ligne. C'est vrai que je goûte beaucoup, que ce soit de la bouffe ou du vin. Je suis passionné de vin aussi. Donc, sport important, on va dire. Donc sport hyper important. Puis moi, c'est la tête. Je vais courir quasiment tous les jours pour me vider la tête, quoi. Et question aussi qu'on a dû te poser, quand tu reviens en famille, quand tu es en off, est-ce que c'est toi qui cuisines? Est-ce que tu parles cuisine ou est-ce que tu essayes de déconnecter vraiment? Alors ça me saoule de ouf quand on en parle, par contre. Ouais. Genre si mes parents ils commencent à me parler du taf. Ouais, c'est pas méchant, mais je comprends de ouf qu'ils se posent plein de questions. En plus, ils savent que j'entreprends beaucoup. Donc c'est ça. Ils peuvent être inquiets et tout. Mais j'avoue que je peux être vite désagréable quand on parle trop du taf. Parce qu'en fait, quand je rentre, je préfère parler des choses du coin. Tiens, est-ce qu'il y a des pommes cette semaine? Où c'est que t'es allé charger du bois? Est-ce que t'as vu la nouvelle piste de vélo là? Ça me fait kiffer. J'ai pas envie de parler de Paris. Après, ouais, je cuisine parce que souvent on me demande et je sais que ça fait plaisir. Ouais. Tu vois, et en vrai, moi aussi ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc, de toute façon, je fais ce métier pour ça. Et quand tu rentres aussi, quel plat tu préfères manger aussi? Mais par contre, je fais que des trucs. En fait, je me prends tellement la tête tout le temps à faire que de la créa, des trucs alambiqués. Quand je rentre, c'est poulet au vin jaune au barbecue, c'est des grillades à foison, des marinades, des civets de sanglier, c'est que les trucs les plus classiques du monde.
Parce qu'en fait, je le fais pas trop dans mon resto. Et en fait, je sais que c'est comme ça que je fais kiffer le plus de monde. Mais justement, on parle le doux, nature. Est-ce que toi, tu te sens aussi investi, on va pas dire ambassadeur de Franche-Comté, ça fait un peu gros, mais quand tu cuisines aussi, faire valoir la nature, faire valoir aussi l'écologie et passer aussi certains messages à travers tes créations. Parce qu'on dit souvent, on a un rôle. Est-ce que c'est une expression galvaudée ou c'est vrai? Non, mais moi j'ai 3 étoiles écotables, qui est la plus haute distinction en termes environnemental dans le milieu. Oui, moi je travaille avec énormément de producteurs d'ici. Déjà, c'est hyper personnel, c'est-à-dire que je prends un plaisir de ouf à les appeler. Et après, il y a le fait de bosser un écosystème qui est hyper... de faire bosser du monde avec qui j'ai grandi. Tu vois, je pense fromagerie de Passavant, pisciculture du Clou à 30 km d'ici, les farines de mon village. Tu vois, je trouve ça génial de pouvoir faire bosser tous les vignerons. On fait bosser, je sais pas, une 50aine de vignerons jurassiens. Et puis je sais pas, je suis trop fier, trop content de rentrer, d'aller les voir. Tu vois, là, dès qu'on finit l'interview, je suis chez un viticulteur à Pupillin et on va déguster, on va parler un peu de ces cuvées, on va essayer de les ramener à la carte de substance. Donc non, c'est hyper valeureux pour moi. Justement, écologie, est-ce que les situations, par exemple, des cours d'eau, des rivières, ici, ça faut la merde. C'est quelque chose que toi, tu considères? Est-ce que... Oui, non, mais c'est important, mais en fait, il faut pas tout opposer, il faut pas cracher dans la soupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un produit qui est le comté, qui est certainement le plus gros moteur de notre région. Donc c'est une industrie qu'il faut préserver. Enfin, moi, je suis pas manichéen, je vais pas aller que dans un sens ou que dans l'autre. Cependant, on a un constat qui est clair et net, où il n'y a pas que le comté qui est le problème, mais c'est que nos rivières sont très polluées, qu'il y a de moins en moins de poissons. Et moi, je suis né dans un village où il y avait un ruisseau, enfin, il y a un ruisseau dans mon village. Mon grand-père a même la maison est entourée du ruisseau des deux côtés. Et je pêchais quand j'étais gamin, et je vois mes petits cousins pêcher aujourd'hui qui ont 10 ans. C'est sûr que la pêche est moins bonne que quand moi je pêchais il y a 20 ans. On va arriver sur les dernières questions, on va revenir un peu sur ce lieu, ce lycée. Tu reviens parfois pour animer des ateliers et être ici avec les jeunes. Il y a aussi ce rôle on parlait de rôle, ce rôle de transmission, ça te tient aussi à cœur? En fait, quand on a la chance d'avoir appris dans un lycée où on a tellement donné pour moi, je pense que c'est tellement normal d'essayer de donner aux générations d'après. De toute façon, c'est eux qui vont prendre notre place aussi. Et nous, si on n'avait pas eu des gens qui étaient venus nous aider avant, on n'en serait peut-être pas là. Donc non, dès que j'ai le temps, dès que je peux, j'ai encore de super relations avec les professeurs. Et j'essaye de venir donner 10 minutes de mon temps. Là, avant l'interview, j'ai passé 10 minutes avec une classe et 10 minutes avec une autre classe. Si on peut leur donner les petits tips et l'envie d'aller plus loin, on le fait, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que tu te rapproches d'ici, tu ouvres même un restaurant? C'est dans les plans? C'est carrément dans les plans. Oula, c'est d'actualité. Ouais, là on est en plein dedans là. C'est-à-dire, tu peux nous en dire plus sans bien sûr tout dire. Ouais, j'ai un rêve, j'ai plusieurs rêves dans la région. J'aimerais avoir une affaire à Besançon, parce que c'est le cœur du réacteur quand même. Et après avoir une maison d'hôte, pourquoi pas dans mon village. L'affaire à Besançon, on est dessus là. Cette semaine, ça va se décider. Donc on va avoir des news maybe. Bientôt. J'espère. Je ne peux pas dire mieux que j'espère. On espère aussi. Enfin, dernière question pour conclure. Qu'est-ce que tu aurais à dire au jeune Mathias qui rentre au lycée de Poligny? Eh ben, tu fais bien, mon petit gars. Tu fais bien de venir ici parce que ta vie va être super cool. Tu vas faire des rencontres super. Tu vas voyager grâce à ton métier. Et c'est vrai que quand tu viens d'un village de 300 habitants où t'as pas trop voyagé, souvent tu te dis bon, je vais être en cuisine et ça va pas forcément être ça qui va me permettre de voyager. Bien au contraire, je pense que mon meilleur de passeport c'est mon métier et donc trop cool et continue comme ça parce que tu vas kiffer ta vie, mon jeune. Mathias, merci beaucoup pour ce moment passé à nos côtés. On te souhaite un bon retour à Paris, plein de réussites dans tes projets autant professionnels que personnels et pourquoi pas une deuxième étoile et un resto ou des restaurants en Franche-Comté. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. J'espère une seule chose, c'est que je vais pouvoir ouvrir un restaurant en Franche-Comté parce que
parce que c'est un rêve et voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir me voir. Bon, on l'espère. Merci à Mathias. vous.